Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Toutes les semaines, vous le savez, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain ou une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines. Islamisme, populisme, identitarisme, antisémitisme, racisme. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de recevoir Amine Elbaï, juriste et militant local à Roubaix. Amine a récemment participé à un reportage sur les dérives de l'islamisme dans sa ville et fait depuis face à des menaces de mort. Il est sous protection policière. Donc, nous, au Sursaut, nous connaissons Amine finalement depuis déjà 2016, alors que nous organisions le premier grand événement contre l'islamisme et les récupérations populistes au théâtre des Jazets. Le très jeune Amine est alors venu nous parler de l'effet dévastateur de l'islamisme pour lui, pour sa ville. Et donc, je voulais que Amine vienne nous parler aujourd'hui. Bonjour Amine. Bonjour. Amine, avant de nous parler de la situation actuelle, j'aimerais que nous revenions un tout petit peu en arrière et que vous nous parliez du début de votre engagement contre l'islamisme et contre la radicalisation. Comment est-ce qu'à 18 ans, on prend conscience du danger et comment est-ce qu'on commence son engagement? Vous savez, moi, mon engagement est est, est assez atypique par rapport aux jeunes de mon âge. J'ai commencé à m'engager sur le sujet dès l'âge de 19 ans, lorsque malheureusement ma grande sœur s'était radicalisée à Roubaix et puis est partie en Syrie. D'ailleurs, elle y est toujours sur zone et elle est aujourd'hui détenue avec ma nièce et mon neveu âgés de 6 et 4 ans et nés sur zone. Et donc, voyez-vous, moi, j'ai fait l'objet très tôt enfin, j'ai porté très tôt un combat face à la radicalisation et j'ai voulu être aussi dans ce rôle d'alerte. Je me souviens très bien, il y a 6 ans, de l'événement Le Sursaut au théâtre des Jazets à Paris. C'était d'ailleurs mon premier événement public sur le sujet et c'est au cours de cet événement que j'ai vraiment pris mon courage à deux mains et les rencontres avec les différents acteurs m'ont convaincu de la nécessité de prendre la parole et suite à cet événement, j'ai écrit une tribune à l'époque dans les colonnes du journal Libération, intitulée Elle est partie défier la République qui n'a pas su la retenir, où j'ai évidemment expliqué à la fois les conditions de son départ, mais aussi pourquoi un certain nombre de jeunes faisaient le choix de partir en Syrie. Parce que justement, il y a un constat économique et social qui est juste frappant et hallucinant à l'intérieur d'un certain nombre de quartiers qui, à mon sens, sont des quartiers perdus, perdus, abandonnés parce qu'ils ne sont pas occupés par la République. Et je disais déjà dans cette tribune que l'inaction de nos élus avait créé un droit à la différenciation qui a permis notamment aux salafistes de créer un devoir d'appartenance communautaire. Et voyez-vous, ce comportement d'une partie de nos responsables politiques ne profite malheureusement à personne. Bien au contraire, on voit bien que la société a reculé, si bien que lorsque j'ai pris la parole récemment dans le reportage Zone interdite pour faire part d'un constat, eh bien, on a bien vu que une bonne partie de la société, une bonne partie de la classe politique et même aussi un certain nombre de journalistes avaient peur de réagir. Il y a 6 ans, nous étions tous Charlie. Aujourd'hui, c'est le pas de vague qui a repris le dessus. J'ai peur, moi, aujourd'hui, pour mon pays. J'ai peur, évidemment, euh, euh, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et en ce qui concerne aussi le devoir d'alerter lorsque des dérives sont pratiquées à l'échelle d'un certain nombre de communes. Alors, moi, face à cette peur, j'ai voulu prendre la parole, j'ai voulu m'engager. Je m'engage depuis 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans, j'alerte un certain nombre d'élus et je contribue notamment à ce travail de prévention de la radicalisation. Je me suis très vite engagé dans la réserve de l'éducation nationale pour aller témoigner, expliquer et aider un certain nombre de personnels de l'éducation nationale qui étaient confrontés à beaucoup de questions, notamment au lendemain des attentats. Alors, par ailleurs, vous le savez, j'ai été confronté à la radicalisation et au départ de ma propre sœur qui était partie en 2014 en Syrie. Et bien avant son départ, j'avais effectivement des doutes sur sa radicalisation. J'avais moi-même pris le soin de signaler sa radicalisation au numéro vert, Stop Djihadisme, qui à l'époque ne fonctionnait pas, mais
on peut en vouloir à personne, parce que vous saviez, personne ne pouvait savoir ce qu'était le djihadisme et la radicalisation avant les attentats. Il y a eu cette prise de conscience collective juste après les attentats, ce qui nous a permis évidemment de nous réunir. Et l'histoire a démontré que lorsque nous étions unis, notamment sur la place de la République, après Charlie Hebdo, eh bien, nous sommes capables collectivement de faire de grandes choses. Alors justement, comme ça fait maintenant donc 6 ans, quand on vous entend parler aujourd'hui, on se dit que nous vivons en quelque sorte une éternelle répétition, quelque chose de sisyphien, un peu comme le film Un jour sans fin. Je sais que vous êtes trop jeune, mais c'est une référence importante des années 90. On parle donc de l'islamisme, on s'en émeut, on parle du clientélisme, d'un certain nombre de responsables politiques, on est outré. Vous êtes placé sous protection policière, comme d'autres avant vous. On vous parle souvent dans les interviews du potentiel jeu fait à l'extrême droite, comme à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas décourageant, peut-être même désespérant, de voir que les choses se répètent et qu'est-ce qu'il nous faut enfin pour qu'un sursaut collectif ait lieu? D'abord, j'ai connu le film Un jour sans fin, réalisé par Harold Ramis, premièrement. Et puis, maintenant, pour parler évidemment du sujet, et c'est évidemment fondamental, moi je pense qu'il faut à la fois que les élus acceptent d'une certaine façon de revoir et acceptent que nous posons la question du débat d'un certain nombre de pratiques politiques. On le voit, moi je le vois notamment à l'échelle de ma commune, à Roubaix, mais aussi dans plusieurs communes en France, et on le disait déjà à travers l'événement Le Sursaut, c'est qu'il fallait, et il faut encore aujourd'hui que nous cessions un certain nombre de pratiques inacceptables, le clientélisme politique qui existe encore dans un certain nombre de quartiers. Il faut le dire que ce clientélisme politique, jusque-là, et moi je l'ai constaté, on a souvent associé le clientélisme politique à l'achat de voix par l'attribution de logements ou l'attribution de subventions. Sauf que personne n'a vu aussi que ce clientélisme pouvait aussi exister par voie d'inaction. Et notamment sur le fait que, par exemple, dans un certain nombre de quartiers, les salafistes qui ont pris la place, et moi je parle de salafisation de la société, parce que les salafistes appellent notamment un certain nombre de jeunes à s'exclure de la société, et que la dérive communautaire adoptée par les salafistes est d'une certaine façon la même adoptée par les djihadistes. Je ne dis pas que le salafisme conduit mécaniquement au djihadisme, bien évidemment, il faut aussi distinguer ces mécanismes, mais je dis simplement que la lâcheté de certains de nos élus nous conduit aujourd'hui dans le pire. Je vous le dis par ailleurs, et c'est d'autant plus vrai que les salafistes appellent notamment à ne pas voter. Et ça peut aussi faire le jeu d'un certain nombre de responsables politiques. Moi, le maire de ma commune à Roubaix a été élu sur la base de l'abstention, avec plus de 80% d'abstention. Alors évidemment, il y a eu le contexte Covid, mais dès lors où les quartiers populaires qui ne sont pas acquis à la droite historique, à la droite classique, ne votent pas, il n'avait plus qu'à convaincre la droite bourgeoise qui existe aussi à Roubaix et qui évidemment a pris part à l'élection du maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, ce reportage. Moi, je le dis aussi, je prends la parole parce que je veux libérer d'une certaine façon l'islam de l'islamisme. Pourquoi? Parce que l'islamisme, c'est d'abord une idéologie. Et si c'est une idéologie, eh bien, nous pouvons le combattre et le combattre juridiquement. Et pour cela, il faut s'en donner les moyens. Moi, j'estime que l'islamisme, c'est le poison, malheureusement, qui agit au nom d'une religion pour s'en prendre à la France. Et bien évidemment, je fais la distinction entre cette minorité qui veut s'exclure de la société et les plus de 4 millions de musulmans dans notre pays qui respectent les lois de la République et qui aiment aussi la France. Mais pour cela, il va falloir mener aussi ce combat avec nos compatriotes musulmans, non pas contre eux, mais avec eux, parce que nos compatriotes musulmans subissent aussi l'islamisme. Et donc pour cela, si nous voulons retrouver une société apaisée et réconciliée, il va évidemment falloir œuvrer en faveur collectivement de la réconciliation. Amine, je sais que votre objectif est avant tout de changer les choses. Alors je pense que cette question que nous posons par ailleurs à tous nos invités vous plaira. Si vous aviez
5 minutes avec le président Emmanuel Macron et qu'il vous posait la question suivante: quelles sont les 3 choses nécessaires ou les 2 choses nécessaires pour lutter contre l'islamisme aujourd'hui? Que lui répondriez-vous? Eh ben, c'est exactement le sens des propositions que j'ai pu écrire et rédiger dans une tribune parue dans le journal Le Figaro le 1er février dernier. Dans cette tribune, je dis que nous devons lutter contre l'islamisme de la façon suivante. D'abord, définir juridiquement l'islamisme. Moi, je m'étonne de notre capacité collective à nous émouvoir d'une situation que nous connaissons depuis bien longtemps. Et pour cela, le politique doit être capable de définir, pas seulement politiquement, mais aussi juridiquement, son ennemi. Si nous considérons que l'islamisme est une idéologie, alors la lutte contre l'islamisme n'est pas incompatible avec l'article 1er de la Constitution qui garantit notamment qui garantit et qui rappelle notamment la laïcité. Si l'islamisme n'est pas une religion, nous pouvons le combattre. Et donc, par conséquent, nous devons créer un délit d'islamisme. Et pour cela, moi, ce que j'appelle évidemment à réunir une mission d'État autour d'intellectuels, autour de professeurs de droit, autour de journalistes, autour de citoyens volontaires, autour aussi de représentants des cultes, mais pas n'importe lesquels. Il faut aussi que nous acceptions collectivement de choisir ensemble. Parce que j'ai entendu, moi, pendant toutes ces années, qu'il fallait vivre ensemble et faire ensemble. C'est des jolis slogans politiques. Mais dans les faits, on voit bien que ces slogans ne sont pas accompagnés d'action. Si nous voulons choisir ensemble dans quelle société nous voulons vivre demain, nous devons aussi réfuter et refuser notamment l'importation d'un islam politique qui est issu des pays étrangers, l'influence des pays, notamment du Maghreb, de la Turquie, mais aussi de l'Arabie saoudite. Nous devons être capables de dire qu'en France, eh bien, ce sont les Français qui doivent choisir la façon dont ils entendent pratiquer leur culte ou la façon dont ils entendent aussi ne pas pratiquer leur culte, parce que certains peuvent croire et d'autres peuvent aussi ne pas croire. Et donc, nous devons respecter tout le monde et garantir nos libertés publiques. Donc ça, c'est la première proposition qui, ici, concerne bien évidemment le fait religieux. Mais il faut aussi dépasser le fait religieux. Et il faut aussi que le responsable politique accepte que l'État se réarme et que nous puissions réarmer ensemble le régalien. Je propose un plan anti-ghetto et pour cela, il faut que l'État reprenne sa mission première, notamment en matière de politique du logement et de peuplement dans les quartiers. À mon sens, c'est à l'État, représenté dans les territoires par le préfet, d'attribuer les logements après avis de la commission d'attribution de logements dans les communes. Et ce n'est plus aux élus de pouvoir promettre des logements par voie clientéliste à chaque élection à un certain nombre de citoyens. La crise sociale est tellement grave que nous ne pouvons plus aujourd'hui nous amuser avec les instruments à portée de main pour évidemment mettre en péril toute la cohésion de notre société. Donc, pour moi, c'est assez fondamental. L'État reprend sa mission première d'attribution des logements, contrôle tous les 3 ans d'un certain nombre de locataires pour voir si les conditions d'occupation d'un logement social sont encore réunies, parce que moi, je connais plein de personnes aujourd'hui qui héritent, parce que la loi le permet, de logements sociaux de leurs parents, alors que pour moi, un logement social, c'est une transition vers le parc privé ou vers l'accession à la propriété. Nous sommes une société d'abord fondée sur le droit à la propriété. Et donc, enfin, pour réarmer l'État et pour équilibrer les territoires, il faut que l'instruction de ces dossiers se fasse évidemment par un dossier anonyme et un permis à points. Il faut revenir sur le régime de l'abrogation des décisions, un peu comme les résidences universitaires. Ici, lorsqu'on donne un bail pour un logement social, par exemple, eh bien, ce bail est conclu de manière illimitée. Il faut pouvoir permettre aux représentants de l'État et aux préfets d'abroger les décisions d'attribution de logement lorsque un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Et ce permis à points que je porte doit comprendre à la fois des règles de savoir-vivre, mais également des règles d'occupation fondées sur des critères socio-économiques ou évidemment sur le comportement d'un certain nombre de parents et d'enfants surtout. Moi, quand je vois, par exemple, des gamins de 16 ans, 17 ans ne pas respecter le voisinage, aller dealer à l'intérieur d'un certain nombre d'immeubles et que les parents ont clairement lâché ou abandonné ou ont clairement démissionné, ben, il faut aussi savoir responsabiliser en ce qui concerne les mineurs les parents.
Alors, c'est évidemment une proposition qui n'engage que moi, mais je pense qu'il faut aussi remettre de l'autorité et rétablir l'ordre. Et enfin, dernière proposition, ce travail pour lutter contre l'islamisme doit passer par la réconciliation. Nous réconcilier comment? D'abord par l'école, mais aussi par la fraternité. On le voit bien, on a vu par exemple le rapport de Jean-Louis Borloo qui proposait l'excellence pour tous. Moi, je ne pense pas que tout le monde, à l'intérieur des quartiers, est en capacité de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, mais il ne faut pas non plus dévaloriser les filières professionnelles. Et je ne veux pas dévaloriser évidemment les jeunes, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est alarmant. 2 jeunes sur 3 âgés entre 16 et 25 ans à Roubaix sont au chômage. Il faut être capable, pour ces jeunes notamment, de pouvoir leur proposer des écoles d'excellence par la voie professionnelle. On a trop dévalorisé les voies professionnelles et donc, de ce fait, le talent d'un certain nombre de jeunes dans les quartiers a clairement été dévalorisé. Et nous réconcilier par la fraternité, c'est évidemment lutter pour le pouvoir d'achat. Écouter, par exemple, les revendications d'un certain nombre de Français qui disent « nous, on travaille et on n'en peut plus, on n'a pas assez à la fin du mois ». Il y a un scandale qui est passé entre les mailles du filet que personne n'a vu venir, et la Cour des comptes en a parlé la semaine dernière, c'est notamment le scandale du non-recours aux aides sociales, par exemple, pour celles et ceux qui travaillent. Ce scandale, à hauteur de 10 milliards d'euros, qui coûte 10 milliards d'euros chaque année à l'État, cet argent qui est voté chaque année par nos députés et nos sénateurs n'est pas reversé aux Françaises et Français qui travaillent. Je prends un exemple. Vous êtes un Français qui travaille, qui travaillait durement pour élever votre famille. Vous avez peut-être le droit à la prime d'activité. Si vous ne réclamez pas ce droit à la prime d'activité, par exemple pour le mois de janvier et que vous le réclamez uniquement pour le mois de février, ben, tout ce que vous n'avez pas réclamé, eh bien, c'est perdu. Je pense qu'il faut réouvrir la question du non-recours aux droits sociaux, notamment pour celles et ceux qui travaillent, pour retrouver enfin cette société fondée sur la réconciliation et aussi sur le pacte social et le pacte économique fondé sur la redistribution. Il s'agit en fait d'assurer la justice sociale à l'intérieur d'un certain nombre de quartiers. Merci Amine. Normalement, quand on se pose cette question, on a rarement des réponses aussi précises. Donc, je vous en remercie. Vraiment, je pense que votre parole compte. Je vous remercie pour votre courage. Il n'y en a pas tant que ça, mais vous êtes aussi un modèle pour les jeunes. Vous êtes vous-même encore jeune. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour votre engagement et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.